want justice. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Bonjour, bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité. Et voici le sommaire de cette édition spéciale. Ce matin, il y a 13 ans, jour pour jour, le plus grand attentat de l'histoire frappait les États-Unis. Le monde découvre alors un visage, celui d'Oussama Ben Laden, un nom obscur, Al-Qaïda et surtout le terrorisme islamiste au cœur du monde libre. 13 ans plus tard, ce djihadisme n'a pas disparu, au contraire, il a évolué. Nombreux sont ceux à mettre en garde contre un 11 septembre européen, fomenté cette fois par l'État islamique. Et dans ce contexte, on reviendra évidemment sur le discours à la nation de Barack Obama. C'était il y a quelques heures depuis la Maison-Blanche. Le président américain s'est adressé à son peuple. 13 ans après le 11 septembre, il a présenté sa version de la guerre contre le djihadisme. Voilà, merci donc d'être avec nous. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, bonjour. Cyril, bonjour à vous aussi. Bonjour. Et Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. Alors on démarre évidemment par ce discours à la nation. Il était extrêmement attendu, un message adressé au peuple américain, mais également au monde extérieur. Alors d'emblée, Barack Obama prévient l'attaque que nous allons mener contre l'État islamique sera différente des guerres que George Bush a menées en Irak et en Afghanistan. Je vous propose de l'écouter. Il faudra du temps pour éradiquer un cancer comme l'État islamique. Chaque fois que nous décidons d'une action militaire, il y a des risques, en particulier pour les hommes et les femmes qui mènent ces missions. Mais que le peuple américain comprenne bien, ces efforts seront différents des guerres en Irak et en Afghanistan. Il n'y aura pas de troupes de combat américaines en terre étrangère. Voilà, le message est clair. Attention, je ne suis pas George Bush. Disons que ce n'était pas son seul message. Et son message était essentiellement que les États-Unis vont être actifs pour lutter contre l'État islamique du Levant. C'est vrai qu'il a fait la différence avec la stratégie de son prédécesseur, dans la mesure où, on le sait, Barack Obama s'était opposé lorsqu'il était député à l'époque à l'envoi de troupes en Irak. Et il s'était fait élire justement, entre autres, en promettant qu'il retirerait les troupes américaines du sol irakien. Donc on le voit mal aujourd'hui, effectivement, renvoyer des troupes sur le sol. Il a eu quand même d'un autre côté un discours très ferme sur la détermination des États-Unis à lutter contre l'État islamiste et le terrorisme en général. Je ne pense pas qu'il a tellement insisté sur sa différenciation avec George Bush, mais la question qui se pose aussi est de savoir, est-ce que la stratégie américaine pourra fonctionner? Est-ce que cette stratégie d'Obama pourra fonctionner sans aucune présence sur le sol? Alors précisément, il l'a répété, aucun pied de soldat américain ne foulera de sol étranger. Est-ce que c'est une promesse, Ali, concrètement, militairement, qu'il pourra tenir sur le long terme? Non, moi je vois que c'était un discours très général qui a mis le focus sur des généralités. Il n'y avait rien qui était de précis dans ce discours, mais il y avait des compromis qu'on pouvait lire dans ce discours. L'administration Obama décide qu'en aucun cas le régime de Bachar Assad ne sortira gagnant de cette coalition. Et d'ailleurs, le deal qu'il a mentionné dans son discours avec l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite va désormais entraîner des rebelles syriens sur son territoire et va financer cet entraînement. Et qui sont les rebelles que l'Arabie Saoudite va entraîner? Ce sont des djihadistes modérés. Donc d'un côté, on combat des djihadistes plus radicaux, mais de l'autre côté, on laisse l'Arabie Saoudite entraîner des djihadistes modérés. Quelle va être la réaction de l'Iran? On va en reparler, je vous propose d'écouter justement à ce sujet. C'est le deuxième grand titre peut-être qu'il faut retenir de ce discours. Ceux qui nous menacent seront poursuivis, où qu'ils soient, en Irak, mais aussi en Syrie. C'est la première fois que le président américain se montre aussi clair sur la stratégie de cette coalition en Syrie. Écoutez.
Je suis déterminé à traquer les terroristes qui menacent notre pays où qu'ils soient. Je ne vais pas hésiter à prendre des mesures contre l'État islamique en Syrie ainsi qu'en Irak. C'est un principe de ma présidence, pas de refuge pour ceux qui menacent l'Amérique. Est-ce que c'est un soutien indirect, inavoué à Bachar al-Assad de soutenir les rebelles modérés en Syrie contre l'EI? Non, je ne pense pas. Je pense qu'Obama, clairement, il a mentionné Assad en disant que son régime était terminé, qu'il avait perdu toute sa légitimité, qu'il terrorise ses propres citoyens. Il n'a pas du tout fait référence à Assad comme un allié potentiel. Quant à cette distinction entre les djihadistes modérés et les djihadistes extrémistes, il s'agit effectivement de quelque chose qui peut laisser pantois, parce que quelle est la différence exacte entre les djihadistes modérés et extrémistes? Je pense qu'il y a là une ambiguïté qui ne cesse de se retourner contre les États-Unis. Dans la relation entre les États-Unis et le régime en Arabie Saoudite, le New Yorker a révélé que l'administration Bush elle-même avait caché des documents qui prouvaient l'implication de l'Arabie Saoudite dans les attentats du 11 septembre. Et je pense que cette ambiguïté des États-Unis vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, on la retrouve aujourd'hui avec cette distinction très bizarre entre les djihadistes soi-disant modérés et les djihadistes soi-disant extrémistes. D'accord avec ça, Ali, Oui, c'est un jeu dangereux? Tout à fait, Barbara. Vous avez parlé de stratégie. Moi, je n'ai pas vu de stratégie dans ce discours. Moi, j'ai vu quelques morceaux de puzzle que le président américain essaie de les mettre ensemble. Mais il faut clarifier les choses. Quels sont les rebelles modérés que l'Arabie Saoudite soutient et qu'elle va entraîner? C'est le Front d'Al-Nusra. Le Front d'Al-Nusra, c'est la branche représentative officielle d'Al-Qaïda qui, elle est... On ne parle pas de l'armée syrienne libre, de ces rebelles laïcs? Il n'y a plus d'armée syrienne libre. Il faut dire la vérité. Il y a des djihadistes modérés et des djihadistes plus radicaux. C'est le seul rébellion qui se trouve, rebelle qui se trouve sur le sol syrien. L'armée libre compte quelques dizaines, quelques centaines, qui se sont alliés avec l'armée officielle pour battre le Front d'Al-Nusra et plutôt battre l'État islamique. Donc il y a ici un double jeu qui a pour but, donc indirectement, l'administration américaine comprend que c'était l'Arabie Saoudite qui a financé cette poussée des djihadistes, soit en Irak, soit en Syrie, et le discours de ce point de vue, il est un compromis entre l'Arabie Saoudite et entre l'administration américaine. Maintenant, on sait qu'il y a un troisième joueur très important dans cette région, c'est l'Iran. Quelle va être la position de l'Iran qui se voyait partie de cette coalition? Maintenant, quand le président américain fait savoir très clair que le régime Bachar Assad ne va pas survivre à cette coalition, ne va pas faire partie de cette coalition et qu'il va payer à l'Arabie Saoudite encore de soutien pour les rebelles syriens. Est-ce que l'Iran va essayer de gâcher cette coalition? Quel va être le rôle des chiites en Irak, qui sont un joueur majeur dans cette coalition contre l'État islamique, si jamais dans cette vision stratégique, le deuxième allié de l'Iran dans la région, après le gouvernement irakien, c'est le régime syrien, risque d'être plus affaibli à la fin de cette campagne. Une coalition contre nature, hein. On en parle beaucoup, et sur le rôle de l'Iran, la France s'est démarquée de Barack Obama. Le ministre des Affaires étrangères français l'a dit hier. Une conférence internationale doit se tenir lundi à Paris, et il a dit que finalement ce serait possible que l'Iran y participe. C'est pour concurrencer les États-Unis? Pourquoi il fait ça, Fabius? D'abord, la France n'est pas le principal pays qui négocie avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Donc les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, sont en train de négocier, ont réallongé les négociations avec l'Iran. Et il semble qu'aujourd'hui, le calcul de l'administration Obama est d'essayer d'impliquer l'Iran dans cette lutte contre les djihadistes, contre le terrorisme, avec effectivement une logique qui peut laisser des points d'interrogation. Il y a également le fait que la France, par principe, essaie toujours de se distinguer de la politique étrangère américaine, parfois au-delà de la logique, mais là-dessus, il faut bien reconnaître que sur le dossier iranien, c'est surtout les États-Unis qui sont impliqués dans les négociations, beaucoup plus que la France. Est-ce qu'on peut dire, pour revenir à ce discours et essayer d'en tirer les grandes lignes, que finalement l'histoire se moque bien des grandes idéologies, des prises de position? Barack Obama
prix Nobel de la paix, défenseur du retrait, à tout prix annonce sa stratégie de guerre, de retour en Irak, et ce, à la veille du 11 septembre. C'est pas vraiment ce qu'avait prévu le président américain pour finir son mandat. Hein. Tout à fait. Il y a un travail qui n'a pas été accompli ni en Irak, ni en Afghanistan, ni dans cette région. Il y avait surtout une mauvaise lecture de ce qui se passe dans le monde arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, de la part des États-Unis. La région et les États-Unis sont encore en train de payer le prix de cette mauvaise lecture du développement, de l'évolution des affaires au Moyen-Orient. Mais Barbara, moi je pense que pour battre l'ennemi terrible, l'État islamique, on est en train de s'allier à d'autres groupes qui seront les ennemis du futur. Permettre à l'Arabie saoudite de financer, d'entraîner le front d'Al-Nusra, faire financer, entraîner Al-Qaïda officiellement, c'est un pari très dangereux, c'est un double jeu de la part de l'Arabie saoudite, c'est un double jeu d'un joueur majeur dans cette coalition. Et là, on voit, Obama a subi une pression de la part de la Turquie et une pression de la part de l'Arabie saoudite. Il s'est plié devant cette pression. Donc, on va jouer avec des djihadistes contre d'autres djihadistes. C'est ce que je tire de ce discours d'Obama. Ironie de l'histoire, hein. Est-ce qu'on peut parler, Emmanuel Evon, d'un changement de cap quand même de l'idéologie Obama? Je ne pense pas qu'il y avait une idéologie Obama dès le début. Je pense que Obama est un dirigeant qui a été porté par un espoir de mettre fin aux guerres dans le monde. Mais il a tout simplement une relation très compliquée avec la réalité, parce que la réalité n'est pas aussi optimiste que ce que lui aurait voulu. Et c'est lui-même qui avait, je vous rappelle que ce n'est pas seulement sur le dossier des djihadistes, mais également sur le dossier de la Russie. Vous vous souvenez du reset avec Hillary Clinton qui avait parlé de changer les relations avec la Russie, parce que jusqu'à présent, n'est-ce pas, l'administration Bush avait été trop offensive vis-à-vis de Poutine. C'est cela qui avait causé... Et on voit aujourd'hui le résultat. Donc on voit que finalement, le monde est beaucoup plus cruel et hostile que ce que Obama avait pensé. Il ne suffit pas de faire des beaux discours et de parler de reset avec la Russie et de faire des beaux discours au Caire pour dire il n'y a aucune... L'Amérique est l'ami du monde musulman, etc., pour changer le monde. Le monde reste un endroit violent, surtout le Proche-Orient, et Barack Obama finit par voir la réalité pour ce qu'elle est. Cyril, on va passer en revue les journaux de la région qui ont été très attentifs évidemment à ce discours. Il faut dire que la majorité des journaux ont bouclé avant ce discours qui a eu lieu cette nuit. On commence par les journaux israéliens. Vous avez raison, Barbara, de le signaler, la presse papier qui ne peut rien ni contre le décalage horaire, ni contre la contrainte de l'impression. Mais les journaux qui se contentent donc ce matin de prophétiser les contours de l'allocution du président américain. Ce sera un discours de guerre, prédit donc ce matin le quotidien gratuit Israël Hayom. Obama n'en revient pas, écrit de son côté le Yediot Aharonot. Même dans ses pires cauchemars, écrit l'éditorialiste Azoulay, Obama n'a jamais imaginé qu'il lancerait un jour une offensive contre une entité terroriste. Mais l'État islamique ne lui a pas laissé le choix, et c'est malgré lui donc que le président américain est en train d'inscrire à son actif une guerre dont il ne voulait pas. Le Haaretz, lui, a vu juste ce matin, puisqu'il prédit qu'Obama est prêt à frapper l'État islamique en Syrie. De quoi inspirer, vous allez le voir, le caricaturiste du journal saoudien, Oukaz Al-Yaoum, sur son trône macabre. Vous le voyez, le président Bachar al-Assad qui se réjouit des velléités américaines. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et cette image en une du Haaretz que l'on vient de voir, c'est celle de John Kerry qui survole l'Irak à bord d'un hélicoptère. Eh bien, on la retrouve ce matin en manchette du journal irakien Az-Zaman avec ce titre. John Kerry promet que l'armée irakienne sera reconstituée. Alors la veille, vous le savez, le chef de la diplomatie américaine était à Amman, où il s'est entretenu avec le roi hachémite, à l'occasion pour le quotidien jordanien Al-Rad, proche du pouvoir, de rappeler que la Jordanie soutient pleinement le combat qui est mené donc contre le terrorisme. Amman, puis Bagdad, et aujourd'hui ce sera direction Jeddah pour le secrétaire d'État américain, déplacement salué ce matin par le quotidien saoudien Okaz, le journal qui révèle que le roi Abdallah et le président américain se sont entretenus par téléphone quelques heures seulement avant le discours prononcé à l'aube donc par Barack Obama. L'Arabie saoudite, qui vous le savez, accueillera aujourd'hui la rencontre entre John Kerry et ses homologues arabes, mais turcs également, pour bâtir la coalition
islamique. Voilà pour les journaux arabes et israéliens. Voilà, il n'y a pas que les Américains qui s'inquiètent de la menace de l'État islamique. Ça a été le cas hier soir à Jérusalem aussi. Exactement, avec cette séance extraordinaire convoquée par Binyamin Netanyahu et dont se fait l'écho ce matin le site d'information Times of Israel en langue anglaise. On y apprend donc que le Premier ministre a convoqué une réunion extraordinaire avec plusieurs de ses ministres ainsi que les chefs de ses services de sécurité pour discuter de quoi ? Eh bien, des moyens de déjouer la création éventuelle de cellules de l'État islamique en Israël, mais également en Cisjordanie. Une décision qualifiée de démesurée ce matin par le spécialiste du monde arabe du Haaretz, Zvi Barel. Bien sûr, nous dit Zvi Barel, tout doit être fait pour faire face à cette menace, mais il ne sert à rien de céder à la panique. Après tout, les djihadistes ne sont pas encore parmi nous et l'État islamique est loin, bien loin, d'être un ennemi invincible pour Israël. Voilà, et puis on jette également un coup d'œil au kiosque palestinien ce matin. Oui, avec cette une du journal pro-Hamas Palestine qui fait sa une avec cette image des funérailles d'Issa Qatari, un jeune Palestinien tué hier lors d'affrontements avec l'armée israélienne. C'était au sud de Ramallah. Mort d'un martyr à Ramallah, donc titre le journal de Gaza. De son côté, le porte-parole de l'armée a expliqué des soldats israéliens avaient tiré contre un Palestinien qui tentait de lancer un engin explosif dans leur direction. Et puis numéro 2 du Hamas en exil, Moussa Abou Marzouk a annoncé hier que les pourparlers indirects avec Israël pour consolider la trêve à Gaza devraient reprendre à la mi-septembre sous l'égide des Égyptiens. C'est donc le journal de Ramallah, cette fois-ci Al-Quds, qui nous l'apprend ce matin, le site en ligne plus précisément du journal Al-Quds. Alors on finit, si vous voulez bien Barbara, avec un peu de musique pour adoucir les mœurs. Et si vous êtes à Tel Aviv, chers téléspectateurs, samedi soir, sachez que la diva déjantée du pop Lady Gaga se produira au parc Ayarkon. C'est le idiote qui nous l'apprend. Elle arrive tout droit de Dubaï où se trouve Kerry, lui aussi dans le Golfe, donc même destination, cette fois-ci dans le sens inverse pour Lady Gaga, la diva du pop. Voilà, donc si vous êtes amateur de costumes excentriques, allez voir Lady Gaga samedi soir, le Trèfle Saint-Denis à Tel Aviv, un concert unique dans le cadre de sa tournée internationale. Merci beaucoup Cyril. Alors vous l'avez évoqué, évidemment en Israël, on a suivi de près chaque mot prononcé par Barack Obama dans ce discours à la nation cette nuit à la Maison-Blanche. On va retrouver à Jérusalem notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, il faut souligner qu'Israël n'a pas été nommé expressément dans ce discours une seule fois, dans ce contexte de lutte contre l'EI où Israël est également menacé. Quelles sont les réactions à Jérusalem ? Bien écoutez, Barbara, les réactions, elles sont très minimes dans la mesure où Israël n'est pas engagé officiellement dans cette coalition internationale contre l'État islamique. Barack Obama, vous l'avez dit, n'a pas nommé une seule fois Israël et sans doute on parle ici à Jérusalem d'un accord tacite du fait qu'Israël ne soit pas nommé parce que bien évidemment il y aurait des pays arabes qui seraient inclus dans cette, officiellement en tout cas, dans cette coalition internationale. On pense à l'Arabie Saoudite qui a accepté que les soldats ou des éléments militaires de l'opposition syrienne modérée soient entraînés par des membres, par des militaires américains. Donc voilà pourquoi Israël n'est pas nommé. Israël qui pourrait éventuellement participer à la collecte de renseignements ou alors transmettre des renseignements, des images satellitaires. On l'a vu plus tôt dans la semaine. Déjà, il y avait des rapports du Washington Post notamment révélant qu'Israël avait déjà transmis des cibles potentielles en Syrie et en Irak aux Américains. Les Américains finalement, et pour Israël, les mots n'ont pas changé. 11 septembre 2001, 11 septembre 2014, 13 ans après les attentats du World Trade Center pour Israël, la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. Merci beaucoup Mathias Inbar. Vous êtes d'accord avec ça? Israël n'a pas été nommé, mais Israël ne s'en inquiète pas parce qu'il s'agit d'un accord tacite avec Washington? Oui, je pense que ce serait contre-productif pour les États-Unis de nommer officiellement Israël membre de cette coalition lorsqu'on sait que cela ne ferait que diviser les autres membres que les États-Unis essaient d'impliquer dans ce combat.
Cela rappelle de façon différente, bien sûr, mais la coalition que les États-Unis avaient constituée en 1991 dans la guerre du Golfe, où bien entendu il n'était pas question d'impliquer Israël pour ne pas diviser les membres arabes de la coalition. Mais comme on le sait, les services secrets israéliens fournissent de l'information aux États-Unis sur les locations de l'État islamique en Irak, et il y a une coopération, mais qui se fait derrière en coulisses pour ne pas, bien entendu, porter atteinte à cette coalition. Voilà, alors vous le savez, c'est le 11 septembre. Aujourd'hui, il y a 13 ans, jour pour jour, je vous le disais, le monde découvre avec stupeur le plus grand attentat terroriste de l'histoire. Alors 11 septembre 2001, 11 septembre 2014. En 13 ans, le terrorisme djihadiste n'a pas disparu, bien au contraire. On est en train de le vivre en direct depuis quelques mois avec cet avènement de l'EI. 13 ans de djihadisme sur toutes ses formes. Regardez. Fin des années 80, la nébuleuse sunnite Al-Qaïda est fondée par le cheikh Abdallah Azzam et son élève Oussama Ben Laden. Engagée dans la guerre en Afghanistan contre les forces de l'URSS, la mouvance salafiste s'internationalise. Son opération de référence jusqu'à ce jour, les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis sont frappés sur leur territoire massivement par des terroristes étrangers dont le cerveau, Oussama Ben Laden, se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Afghanistan, justement, terre de chasse du Mollah Omar, le fondateur des talibans, groupe lié à Al-Qaïda, et auto-qualifié chef des croyants musulmans, traduction calife. Ce dernier instaure en 1996 le régime de l'émirat islamique d'Afghanistan, autrement dit califat. L'idée est lancée, mais depuis ce coup d'État djihadiste, Al-Qaïda a changé de stratégie ou plutôt de mode opératoire. Pour parvenir à la création d'un califat, la nébuleuse sunnite fonde plusieurs filiales. Al-Shabaab au Kenya et en Somalie et pays limitrophes. Boko Haram au Nigeria. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI sur toute la ligne du Sahel. Les conflits y sont locaux, ces groupes ayant pour première mission de créer des zones terroristes tampons. La guerre civile en Syrie en 2011 a également changé la donne. L'émir Abou Bakr al-Baghdadi a refusé de prêter allégeance à Al-Qaïda. C'est cet Irakien qui avait fondé le comité de la Charia en 2003, le comité des Moudjahidines en 2006, puis la même année, l'État islamique d'Irak, devenant en 2013 l'État islamique d'Irak et au Levant, aujourd'hui appelé État islamique, qui sème la terreur de la Syrie à l'Irak. La question est de savoir si Al-Qaïda et l'État islamique, et surtout leurs chefs respectifs Al-Zawahiri et Al-Baghdadi, pourraient atténuer leurs différends, avec comme objectif la création d'un califat sunnite mondial. Création d'un califat sunnite mondial, vous y croyez? C'est le scénario qui se profile? C'est le scénario que veut voir l'État islamique, mais non pas seulement l'État islamique, il faut dire la vérité, il y a plein de sympathisants dans le monde arabe qui peut-être ne s'identifient pas avec les moyens, les outils qu'emploie l'État islamique, mais avec la vision et la stratégie finale de l'État islamique. C'est pour cela qu'il y a des discussions au sein du monde musulman entre la volonté de voir l'islam battre les Occidentaux, mais entre la volonté de ne pas voir l'islam entaché par les moyens employés par l'État islamique. Barbara, si on parle de stratégie, moi je vois plus de stratégie dans les progrès de l'État islamique depuis leur fondation en 2006 comme un petit groupe appartenant à Al-Qaïda en Irak jusqu'à créer une semi-entité politique entre l'Irak et la Syrie avec une vision de vouloir s'élargir au Liban, à la Jordanie, au Golfe arabe et persique. Donc là, on voit une stratégie. Et d'ailleurs, dans les menaces qu'on a vues surtout dans le reportage hier, le mec qui a parlé, il a mentionné Rome, par exemple, comme un but. Il a mentionné la Mecque comme un but. Donc il y a une vision. Maintenant, est-ce que cette guerre... Et l'Europe aussi, hein? Rome dans un deuxième temps, l'Europe aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que dans cette guerre que va mener cette coalition en
annoncé par Obama, on va simplement arrêter ces progrès ou est-ce qu'on va créer une alternative dans la région, une alternative pour la jeunesse dans cette région qui, il faut dire la vérité, s'identifie avec l'idéologie générale des djihadistes, peut-être pas toujours avec les moyens tactiques employés par ces djihadistes, mais par l'idéologie des islamistes. À ce sujet, on parle de l'évolution en 13 ans de ce djihadisme, de ce terrorisme, voilà, d'Al-Qaïda à l'EI. Est-ce qu'on peut dire que le profil terroriste a évolué, a changé lui aussi? On voit aujourd'hui des jeunes, qu'ils soient issus des pays arabes ou des pays européens, qui s'engagent dans les rangs de l'EI parce que finalement, ils n'ont pas trouvé leur place dans leur société, une sorte de fuite vers ces combattants terroristes, une façon pour eux peut-être de donner un sens à leur vie, une sorte, je sais pas, de printemps arabe de l'extrême religieux, de l'extrême barbarie. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes dans les banlieues européennes, souvent issus de l'immigration de différents pays, mais qui ne s'engagent pas dans ce genre de lutte à l'étranger. Et on en a parlé déjà dans le passé, mais il y a une différence entre aller jouer Laurence d'Arabie quand on s'ennuie dans les banlieues européennes et adopter cette idéologie complètement fanatique et violente de couper la tête de journalistes, etc. Donc il faut bien comprendre qu'il y a là... Mais ça existe, hein. Ça existe. Et les chiffres sont là, de plus en plus inquiétants. Bien entendu, je veux dire par là qu'il y a une véritable idéologie qu'on ne peut pas ignorer. Et quand on parle des 13 ans du 11 septembre, effectivement, les États-Unis ont éliminé Oussama Ben Laden, Al-Qaïda est plus ou moins sur la défensive, mais le phénomène reste. Le nom change. Aujourd'hui, c'est hier c'était Al-Qaïda, aujourd'hui c'est l'État islamique, demain ça peut être autre chose. Même si Obama parvient à neutraliser l'État islamique du Levant, le phénomène, lui, restera. C'est ça que l'Occident doit comprendre. Il y a là une idéologie qui est mondiale, qui veut dominer le monde, qui veut imposer la charia au monde entier. Et tant que l'Occident ne comprendra pas cela, on ne fera que jouer au chat et à la souris. Cette idéologie, elle a changé depuis le 11 septembre ou c'est les mêmes avec un autre nom, comme dit Emmanuel Laval? Non, tout à fait, c'est les mêmes avec d'autres noms, mais il faut souligner un point très important que les médias n'attaquent pas suffisamment. Vous savez, il y a des milieux très islamistes au sein de la famille royale en Arabie Saoudite. Il y a des éléments islamistes au sein de la famille royale hachémite en Jordanie. Il y a dans les pays arabes, même ceux qu'on définisse comme modérés, il y a une sympathie très importante vis-à-vis de ces groupes islamistes, peut-être pas une sympathie vis-à-vis des moyens employés par certains groupes djihadistes, de l'idéologie et du fait religieux. Barbara, on n'en parle pas suffisamment, mais au sein de la famille royale, il y avait quelques changements dans la position des princes de première ligne de la famille royale hachémite qui ont été obligés de régresser parce qu'ils ont été identifiés comme des sympathisants avec l'islam politique. Pareil pour l'Arabie saoudite. Donc, il n'y a pas ici, il y a, à mon avis, on parle d'une stratégie, il y a une guerre ou une campagne ponctuelle, tactique, mais qui, à mon avis, ne va pas sécher les puits de ces éléments djihadistes dans la région. Éliminer, comme l'a promis Barack Obama cette nuit, vous n'y croyez pas? Non. Alors un mot de cette idéologie de l'État islamique ou de ce djihadisme qui a évolué. Ce qui inquiète aujourd'hui, peut-être plus que n'inquiétait Al-Qaïda, c'est cette étatisation dont vous parlez du djihad, avec la volonté de créer un califat islamique, avec la volonté de cerner territorialement cet empire islamiste. L'idéologie, encore une fois, de l'État islamique, c'est de créer un État qui inclut tous les musulmans et qui par conséquent efface les frontières politique qui divise aujourd'hui le monde musulman. Il n'y a là aucune séparation entre le politique et le religieux. Je dirais que l'islam, finalement, n'a jamais véritablement eu cette transition, comme l'a eu le christianisme, de séparation entre le religieux et le politique. Et lorsque l'État islamique du Levant parle d'État, en fait, c'est un État qui inclut, c'est un califat qui inclurait tous les musulmans du monde, où qu'il soit, et avec bien entendu pour but de s'étendre. Donc ça n'est pas encore une fois une remise en cause de l'État en tant que tel, mais simplement une remise en cause des États qui divisent, d'après leur idéologie, artificiellement la nation musulmane, la Oumma, ce qu'ils appellent musulmane. Et dans ce contexte, Barbara, il suffit, on appelle des pays arabes modérés, il suffit de faire une tournée en Jordanie, voir le soutien pour le djihadisme. En Arabie Saoudite, le wahhabisme, c'est une autre sorte de salafisme. Et en Égypte, le parti salafiste
salafiste a été le deuxième après les frères musulmans. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Emmanuel Yavol, on se retrouve après un nouveau journal. Restez avec nous. I want justice. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous sur i24 News ce matin et dans cette menace islamiste que le monde a découvert un beau matin du mois de septembre, il y a 13 ans. Eh bien, les premiers visés, on l'oublie trop souvent, sont les pays arabes eux-mêmes, en Irak, en Afghanistan, etc. Alors, comment ces pays arabes ont perçu ces attentats du 11 septembre et comment ont-ils perçu la guerre antiterroriste qui s'est menée depuis? Cyril, vous nous en dites un peu plus. Oui, d'abord, Barbara, je dois vous faire un aveu ce matin, c'est que la presse arabe ce matin est très peu bavarde sur les commémorations du 13e anniversaire des attentats du 11 septembre. Ce n'était pas du tout le cas le 12 septembre au matin 2001, où les condamnations avaient été, il faut dire, unanimes, à l'exception peut-être de la presse irakienne qui avait été très sévère à l'égard de l'administration Bush. Alors pour les éditorialistes arabes de l'époque, évidemment, ces attentats sont contraires à la religion musulmane, mais très vite, vous l'avez dit, après les premières frappes américaines sur l'Afghanistan et la croisade, elle est perçue comme une croisade démocratique, cette action de George Bush dans les pays arabes, eh bien, les condamnations ont laissé place à l'incrédulité, au doute, voire même à la suspicion. On se souvient des théories du complot qui avaient prospéré dans le monde arabe. C'était un coup du Mossad, un coup de la CIA, justement pour mieux inféoder le monde arabo-musulman sous l'égide donc des États-Unis, mais également de son allié sioniste au Proche-Orient. Alors on a commencé à s'interroger dans les opinions arabes sur les réels objectifs de cette administration Bush, des interrogations qui se sont accentuées avec la campagne irakienne et le renversement de Saddam Hussein, qui a été perçu, il faut bien le rappeler, par le monde arabe comme une réelle humiliation, une réelle dégradation du monde arabe, et c'était un mécontentement de la rue arabe qu'ont eu d'ailleurs du mal à contenir les régimes arabes qui ont été finalement tiraillés entre leurs opinions publiques souvent très très anti-américaines et puis leur dépendance, on le sait, à l'égard des États-Unis. Alors cette vision manichéenne développée par George Bush, cet axe du mal face aux autres, a été balayé, on s'en souvient, par un discours qu'on a dit historique. C'était au Caire, Barack Obama en 2009. Ah oui, Barack Obama qui a voulu rassurer donc et être en rupture avec justement cette vision manichéenne, cette vision réductrice de George W. Bush. Il a voulu rassurer donc un monde arabo-musulman en affirmant qu'il n'y avait absolument pas pour l'Amérique de vision réductrice qui consiste à penser que tout musulman est un islamiste et que tout islamiste est un musulman. Il ne doit pas avoir pour Obama donc de choc de civilisation, et pourtant Barbara, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette décennie de rupture ou de clivage entre l'Orient et l'Occident, eh bien, ce ne soit pas le discours d'Obama qui a mis fin, c'est peut-être bien les printemps arabes, même s'il est aujourd'hui évidemment prématuré de juger de l'issue de ces printemps arabes. Eh bien, on peut dire quand même que c'est un démenti fort qui est apporté à ceux qui ont organisé les attentats d'une part et à ceux qui ont cru y répondre. Pourquoi ? Eh bien, parce que Al-Qaïda rêvait, lui, d'un monde arabe aux accents ancestraux, un monde avec un clash de civilisation. Donc ça n'a pas été le cas pour l'instant. On le voit bien d'ailleurs dans le cadre de la coalition qui est mise en place aujourd'hui par Barack Obama. Et l'administration Bush, elle espérait façonner, peut-être de manière un peu naïve, un monde arabo-musulman à sa manière. On croyait qu'il suffisait de faire campagne dans les pays arabes pour que du jour au lendemain la démocratie naisse rapidement, à l'image justement, une démocratie à l'image de l'Occident. La démocratie, si un jour elle devait naître dans le monde arabe, elle irait très certainement chercher ou puiser dans ses propres ressources et non pas dans les ressources ou dans les références culturelles, idéologiques ou religieuses de l'Occident. Alors évidemment, comme j'ai dit, il est beaucoup trop tôt pour préjuger de l'issue des révolutions arabes, mais une chose est sûre,
c'est que la révolte pacifique et populaire qui a renversé les régimes qui étaient pourtant pro-américains en Égypte, mais également en Tunisie, eh bien, ne faisait pas partie des calculs ni des djihadistes, ni des hauts conservateurs qui ont géré donc la crise de l'après 11 septembre. C'est sûr. L'histoire se moque bien des stratégies des uns et des autres. On ne le répétera jamais assez ce matin. Nous sommes en compagnie toujours d'Emmanuel Navon. Merci d'être resté avec nous. Et Myriam Danan, rédactrice en chef du Morning. Est-ce que l'Occident et les États-Unis en particulier ont, depuis 13 ans, comme Cyril l'a dit, une mauvaise grille de lecture finalement du monde musulman et arabe? Ça dépend qui c'est l'Occident. Vous savez, Cyril a parlé de la vision de George Bush et de Barack Obama. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, vous aviez deux visions complètement différentes. Des mots tels que manichéenne et réducteur ont été utilisés ici, mais on pourrait également utiliser des termes peu flatteurs sur la vision de Barack Obama. Lesquels? Naïve. Vous savez, vous avez parlé des néoconservateurs. Un des fondateurs de l'école néoconservatrice aux États-Unis, Aaron Crystal, disait qu'un néoconservateur, c'est un homme de gauche qui s'est fait taper sur la tête par la réalité. Et Barack Obama n'est peut-être pas devenu... Je ne sais pas s'il va devenir néoconservateur, mais en tout cas, il s'est fait aussi taper sur la tête par la réalité. Il s'est fait taper sur la tête par la réalité, Barack Obama. Il n'en espérait pas arriver là. Exactement, mais des deux côtés, on peut apporter des critiques qu'effectivement, on a la vision beaucoup trop binaire de George Bush, qui là aussi peut être dénoncé comme naïve. Naïveté également du côté de la main tendue de Barack Obama, qui finalement n'a jamais trouvé preneur. Les États-Unis se sont effectivement trompés au cours de ces dernières années sur leur vision, leurs analyses et leurs pronostics en ce qui concerne le Moyen-Orient. Ça a fait beaucoup de dégâts, ça a créé de l'instabilité avec cette incertitude permanente de Barack Obama. Ça a créé un sentiment anti-américain est très fort, et anti-américain et anti-occidental très fort après la politique de George Bush. Il y a des leçons à tirer aujourd'hui, et on va voir si une politique plus affichée, plus affirmée côté américain est en train de se dessiner ou pas aujourd'hui. Alors, dans cette guerre de civilisation dont vous parlez, on a reproché à George Bush d'avoir cultivé l'islamophobie en Occident, notamment avec cette vision manichéenne dont vous parliez. Est-ce que 13 ans plus tard, on peut dire que cette vision est complètement abandonnée? J'aimerais juste citer Barack Obama cette nuit, dans son discours à la nation. L'État islamique n'est ni un État ni musulman. Et c'est là que je veux en venir. Il tue des enfants, viole des femmes, sont coupables d'épuration ethnique et leurs victimes sont avant tout des musulmans. Les musulmans ne se comportent pas comme ça, explique Barack Obama. On est très loin de la vision de Bush. Mais là aussi, je ne suis pas d'accord. George Bush lui-même, à mon sens, avait commis la même erreur que Barack Obama. George Bush lui-même avait dit « Al-Qaïda, ce n'est pas l'islam, ce sont deux choses différentes. Les États-Unis ne sont pas en guerre contre l'islam, nous sommes en guerre contre le terrorisme. » Je dirais que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, George Bush était victime de la même naïveté que Barack Obama en voulant distinguer complètement entre l'islam et le terrorisme. D'où vient ce terrorisme si ce n'est des pays islamistes? Est-ce qu'il y a des attentats du 11 septembre qui ont été commis par des chrétiens ou par des bouddhistes? Il faut dire la vérité. Et je citerai par exemple une vidéo qui est devenue très populaire ces derniers jours sur Internet du frère Rachid, qui est un musulman marocain qui s'est converti au christianisme, qui a fait cette vidéo où il s'adresse au président Obama. Il dit « Monsieur le Président, moi je suis anciennement musulman, j'ai étudié l'islam pendant 20 ans et je peux vous dire que l'État islamique, comme l'indique son nom, est un État islamique. » Et donc c'est du politiquement correct de dire « Ah non, ça n'est pas l'islam ». Et tant que, encore une fois, les dirigeants américains, que ce soit George Bush ou Barack Obama, qui tombent exactement dans le même piège, n'appelleront pas un chat et comprendront qu'il y a effectivement un clash de civilisation, dans la mesure où, et c'est pas l'Occident qui le nourrit et qui l'a initié. Il y a une idéologie islamiste, alors qui est effectivement peut-être pas partagée par tous les musulmans, certes, mais qui voit dans l'Occident un ennemi et qui lutte contre l'Occident. On ne peut pas l'ignorer. De refuser la généralité quand même. Des civilisations et cette généralisation de lutte contre l'islam. Aujourd'hui, George Bush n'a pas assez pris cette précaution. Il l'a payé très cher avec son sentiment anti-musulman qui est né dans le monde musulman. Et puis aussi cette espèce de victimisation qu'il a voulu afficher et qu'il a payé ensuite avec cette attaque contre l'Irak qu'il a menée sans coalition ou presque. Barack Obama aujourd'hui prend ses précautions. C'est effectivement pas une guerre contre les musulmans du monde entier. Et c'est bien pour ça aujourd'hui que c'est une coalition extrêmement large qui est en train de former Barack Obama avec des pays
pays musulmans, sunnites et chiites. Et c'est ça la grande révolution. On a un Iran chiite, on a des rebelles modérés syriens, à défaut de Bachar al-Assad qui n'est pas accepté bien sûr dans les rangs de cette coalition. Et puis on a aussi bien sûr les monarchies sunnites qui sont des alliés de toujours et qu'il convient effectivement de ménager parce qu'elles apportent une aide réelle et concrète et qu'elles ont un vrai rôle de stabilisation à jouer dans le monde musulman modéré de demain, en lequel il faut bien sûr continuer à croire malgré cette résurgence de l'extrémisme musulman. Peut-être que cette prudence de Barack Obama aussi, on est en 2014, le contexte international a changé. Il ne faut pas oublier que l'indépendance énergétique des États-Unis est passée par là. Peut-être que Barack Obama est moins enclin et moins pressé d'aller intervenir au Proche-Orient, alors que George Bush, lui, avait effectivement des intérêts économiques majeurs à défendre. C'est ce qui explique aussi peut-être la plus grande prudence de Barack Obama, au-delà de sa conception de... Voilà, prudence peut-être, mais peut-être que les deux présidents sont tombés dans les mêmes pièges, en tout cas 13 ans après. J'aimerais qu'on revienne sur les faits de ce beau matin qui a tout changé, de ce 11 septembre 2001. Le monde découvre donc ce terrorisme islamiste, découvre Al-Qaïda, découvre Oussama Ben Laden. On revient en images sur cette journée noire de l'histoire. 8h46 du matin, heure new-yorkaise. Un premier avion s'écrase sur l'une des tours jumelles du World Trade Center. 17 minutes plus tard, et alors que le monde pense à un accident, les caméras filment en direct l'improbable. Un second impact, les États-Unis et le monde viennent de comprendre, le 11 septembre 2001 marque l'attentat le plus meurtrier sur le sol américain. Quelques minutes plus tard, à 10h28, cet amas de fer et de verre s'écroule et déclenche un épais nuage de fumée. Du jamais vu dans le ciel new-yorkais, le bilan humain est terrible, 2996 personnes tuées et plus de 6000 blessés. Le cerveau de cette attaque, Khalid Sher Mohammed, a été arrêté en 2003. Il répondait directement aux ordres d'Oussama Ben Laden, leader et fondateur d'Al-Qaïda. Les deux hommes avaient planifié l'attentat depuis l'Afghanistan, à plusieurs milliers de kilomètres de New York. George W. Bush déclare alors la guerre contre le terrorisme. Je veux que justice soit faite. Le monde occidental parle, vous le savez, de personnes recherchées. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je le veux, mort ou vif. Nous sommes engagés dans un long combat. Il y aura des batailles, une guerre. Après tout, notre mission, ce n'est pas d'atteindre Oussama Ben Laden et son organisation Al-Qaïda, mais de lutter contre le terrorisme. Ce matin du 11 septembre 2001, 19 terroristes ont pris en otage 4 avions de ligne qui auront en tout frappé à 4 reprises les États-Unis. 2 à New York, 1 au Pentagone et une dernière fois dans un champ en Pennsylvanie. Depuis, Oussama Ben Laden a été tué le 2 mai 2011 dans sa demeure au Pakistan par un raid des Delta Force, les commandos américains. New York, de son côté, s'est tourné vers le futur et a construit sur le lieu de l'attaque une nouvelle tour de 104 étages surnommée la Freedom Tower, la tour de la liberté. La lutte contre le terrorisme, elle, est encore loin d'être terminée. 13 ans plus tard, en revoyant ces images, ça vous inspire quoi, Emmanuel Navon ? C'est toujours le même choc, bien entendu. Quand on a vu ces images il y a 13 ans, on avait du mal à croire ce qui se passait devant nous, mais cela nous a également réveillés. Cela nous a réveillés. Vous savez, le 11 septembre, c'était 3 jours après que ce soit terminé, la conférence de Durban en Afrique du Sud, avec cette démonisation d'Israël. Et alors, pendant quelques jours à Durban, on pensait que la source du mal dans le monde, c'était l'État d'Israël. Et 3 jours après, on s'est souvenu, par ces attentats tragiques, que peut-être que la réalité était un peu plus compliquée. Et là, les États-Unis eux-mêmes ont dû faire face à ce phénomène du terrorisme islamique mondial, contre lequel, comme on l'a dit tout à l'heure, il continue de se battre aujourd'hui. Alors, cette doctrine antiterroriste, Myriam, elle a évolué en 13 ans. De l'interventionnisme de Bush, on est passé, en tout cas pour le premier mandat d'Obama, à une politique de retrait total. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce discours qu'on a entendu cette nuit, on arrive à un entre-deux finalement ?
Un léger revirement de Barack Obama, c'est certain. On a un petit peu abandonné cette naïveté du discours du Caire avec cette main tendue à tout le monde. Et puis on réalise 13 ans après le 11 septembre que la réalité est encore plus complexe que ce qu'on a découvert 13 ans plus tôt. À savoir que la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre de longue haleine, c'est une guerre qu'on ne remporte pas parce que les idéologies, on ne les efface pas de la surface de la terre, de la même façon que l'idéologie islamiste qui mène aujourd'hui l'État islamique, on ne pourra pas l'éliminer définitivement, de la même façon que Benyamin Netanyahou a estimé qu'on ne pouvait pas éliminer de la carte le Hamas, mais tout au plus l'affaiblir militairement. Et c'est ça ce qu'est en train de mener Barack Obama, avec aussi, il revient, et il faut le souligner, et ça c'est un maintien de sa position, ce refus de sa position qu'il a critiqué comme étant presque colonialiste de George Bush, à savoir que le monde occidental et les États-Unis en tête doivent mener les guerres dans tous les pays du monde, et qu'ensuite, un vide se crée parce que les États-Unis ne sont pas bien accueillis là-bas, qu'ils ne veulent pas y rester trop longtemps. La politique de Barack Obama aujourd'hui, c'est celle du renforcement des forces locales. D'abord, ça coûtera bien moins cher, il faut bien le reconnaître. Le prix politique aussi, ce sera bien moins élevé puisque le risque est moins grand aussi pour les forces américaines sur place. Et puis surtout, ce qu'il espère, c'est davantage de stabilisation de ces pays en mettant en place un pouvoir en place qui pourra peut-être durer cette fois-ci. Un mot de ce prix politique. Selon un sondage paru hier, une majorité d'Américains estiment que Barack Obama est trop prudent. Obama, qui a refusé que l'Amérique soit le premier gendarme de la planète, a décrédibilisé, à votre avis, les États-Unis, s'est décrédibilisé lui-même aussi, et avec ce discours à la nation, il essaye de réparer les pots cassés ? Vous savez, l'opinion publique américaine en général oscille entre deux extrêmes, entre l'interventionnisme et l'isolationnisme. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que l'opinion américaine veut que les États-Unis mettent de l'ordre dans le monde, mais sans payer le prix. C'est ça en réalité. C'est-à-dire que oui, que les États-Unis aient un rôle de leadership, mais que cela ne coûte pas d'argent et qu'il n'y ait pas de victimes américaines sur le terrain. C'est impossible. Les États-Unis ont un rôle à jouer dans le monde, et ce rôle vient avec un prix. Et je crois qu'aujourd'hui... Le prix humain, il le refuse pour le moment, Obama, avec ses frappes aériennes uniquement dans la région. Vous savez, les États-Unis ne peuvent pas avoir un rôle de leader mondial et de lutte contre l'islamisme radical uniquement par des drones, par des frappes aériennes et par des services de consulting avec les armées locales. Je veux dire, c'est vrai que ça coûte moins cher, que ça fait moins de victimes, mais encore une fois, lorsqu'on voit la façon dont l'Irak, aujourd'hui, dont l'armée irakienne, formée par les États-Unis, s'est effondrée face à l'État islamique, on peut effectivement être dubitatif sur cette stratégie. En tout cas, on confirme que Barack Obama est plus diplomate que chef de guerre, et c'est ce qu'il n'a cessé de montrer depuis son premier mandat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Cyril pour vos explications. Myriam, vous restez avec nous puisqu'on parlera après un nouveau journal d'Israël dans cette guerre contre le djihadisme, contre l'État islamique. Une réunion exceptionnelle du cabinet s'est tenue hier soir à Jérusalem. On y revient après un nouveau journal. I want justice. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Nous sommes le 11 septembre 2014, édition spéciale ce matin du Morning consacrée aux 13 ans du 11 septembre 2001. Le monde découvre alors avec stupeur le plus grand attentat terroriste qui n'ait jamais connu. Et on va parler avec vous, Myriam Danan et Mauricie Fergan, rédacteur en chef avec 24 News, d'Israël face à cette menace terroriste. Elle existe depuis des décennies, bien avant les attentats du 11 septembre pour l'État hébreu. Et désormais, Benyamin Netanyahou souhaite faire passer un message au monde. C'est un message qu'il a intensifié lors de la dernière opération à Gaza. Finalement, Israël fait face à la même menace que le monde entier. Pour lui, l'État islamique, le Hamas, le Hezbollah, même combat. Est-ce qu'il a raison d'utiliser cette stratégie, Benyamin Netanyahou ?
Raison, ça c'est l'avenir qui nous le dira. On verra si le monde suit ou pas son avis tel qu'il est présenté. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, Israël mène depuis sa création une lutte contre différentes organisations terroristes. Ça va bien sûr du Hamas au Hezbollah libanais, plusieurs organisations terroristes qui ont défini leur raison d'exister comme étant la lutte contre Israël, contre l'ennemi sioniste, contre les Juifs, peu importe comment est-ce qu'ils vont dénommer cette entité territoriale qu'est Israël aujourd'hui. Et de fait, il y a un combat acharné qui est mené dans cette lutte contre le terrorisme par les Israéliens. Alors ensuite, le parallèle entre le Hamas et Daesh, l'État islamique, c'est un parallèle qui est contesté par certains analystes, soutenu par d'autres. Ce qui est certain, c'est que cette menace contre l'extrémisme islamiste, c'est une cause contre laquelle Israël lutte depuis plusieurs années. Et sur ce point-là, le monde semble le rejoindre aujourd'hui avec l'État islamique. Alors, le monde semble le rejoindre, pas si sûr. On se souvient de cette phrase que Benjamin Netanyahou a répétée. C'était aux côtés de Ban Ki-moon en pleine opération à Gaza. Ban Ki-moon donne une déclaration assez pro-israélienne, mais qui ne plaît pas tellement au Premier ministre. À ce moment-là, il lâche ses feuilles et il lui répond directement: vous savez, monsieur le secrétaire général, le Hamas, l'État islamique et Boko Haram, pour nous, c'est la même chose. Est-ce que Ban Ki-moon l'a entendu? Est-ce que le monde l'a entendu? Je crois qu'au moment même, oui, sur l'argument du Premier ministre apporté pendant l'opération, je crois que le monde a compris que nous avions affaire à une organisation terroriste qui tirait des roquettes sur des populations civiles. À long terme, je ne suis pas sûr que cet argument va porter. Il suffit d'écouter le discours de Barack Obama de cette nuit. Je veux dire, il n'a pas cité du tout le Hamas. Le monde a déjà oublié le Hamas. Et l'ennemi aujourd'hui, selon les Américains, c'est l'État islamique. C'est-à-dire que peut-être qu'à court terme, l'argument apporté, il y avait un mouvement de sympathie pour Israël qui luttait contre une organisation terroriste. Aujourd'hui, pour le monde entier, la menace terroriste, c'est El-Baghdadi, le leader de l'État islamique, et ce n'est pas Haniyeh ou Khaled Mashal au Qatar. Alors, vous l'avez dit, Israël a été sorti du jeu quelque part dans ce discours qu'a donné Barack Obama cette nuit, un discours qu'on a suivi d'extrêmement près ici en Israël. Évidemment, bien qu'Israël n'ait pas été nommé, on vous retrouve, Mathias Inbar, à Jérusalem pour comprendre comment on réagit à ce discours à la nation de Barack Obama cette nuit. Ici, Barbara, nous sommes devant les bureaux du Premier ministre et en Israël. Eh bien, on a suivi de très près, bien évidemment, ce discours de Barack Obama cette nuit et ces mots prononcés par le président américain. Nous poursuivrons l'État islamique là où il se trouve. Israël n'a pas été nommé officiellement dans cette coalition internationale, tout simplement parce qu'il y aura dans cette coalition internationale des pays arabes comme l'Arabie saoudite où des militaires américains devraient entraîner des éléments armés de l'opposition syrienne dite modérée. Israël qui d'ailleurs s'est aperçu que si c'est l'utilisation d'armes chimiques par Bachar Assad n'avait pas convaincu Barack Obama de rentrer en guerre, d'opérer militairement contre les positions syriennes. Cette fois, la décapitation de 2 journalistes d'origine américaine a poussé sans doute, et les sondages également aux États-Unis ont poussé Barack Obama à intervenir, à présenter un plan de guerre, nous dit-on, du côté même de Dan Shapiro, l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il parle de plan de guerre contre l'État islamique. Plusieurs frappes sont prévues en Syrie, en Irak, et puis l'envoi de 475 conseillers militaires en Irak. Mais il n'y aura pas, comme la formule consacrée, boots on the ground, c'est-à-dire de soldats sur le terrain. Israël qui voit donc que les mêmes mots sont utilisés 13 ans. Nous sommes le 11 septembre 2014, après le 11 septembre 2001, 11 septembre 2014, 13 ans après les attaques du World Trade Center. George Bush avait dit rentrer en guerre contre le terrorisme. Ce sont quasiment au mot près les mêmes mots utilisés par Barack Obama. Alors dans cette nouvelle guerre, énième guerre contre le terrorisme, on l'a dit, Barack Obama n'a pas nommé Israël, qui ne fait pas partie officiellement de cette coalition. Quel sera le rôle que va jouer Israël? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est en rien un désaveu diplomatique pour Israël. C'était une évidence que dans une coalition telle que celle où l'Arabie Saoudite et l'Iran vont s'asseoir à côté, ce qui est déjà en soi un exploit d'asseoir une puissance chiite et sunnite ennemie depuis toujours au sein d'une même coalition, Israël n'avait diplomatiquement pas sa place puisqu'aucun de ces pays ne reconnaissent aujourd'hui son existence. Ça ne remet en
remet en cause ses liens stratégiques, diplomatiques avec les États-Unis. Et il y a de fait une aide qui est déjà mise en place, notamment de renseignement, et ce n'est pas la première fois qu'une telle aide est mise en place. La guerre du Golfe 1, la deuxième guerre du Golfe également, à chaque fois, les Israéliens ont soutenu les Américains, d'abord parce qu'ils sont de fait une base arrière militaire des États-Unis au Moyen-Orient, et ensuite parce que leurs systèmes de renseignement extrêmement élaborés ont également servi aux Américains à ces différentes occasions. Israël n'est pas vexé, Israël est satisfait de ce rôle qu'on veut bien lui prêter. On a déjà été dans ce scénario. Par exemple, en 2003, il y avait une coalition alliée pour envahir l'Irak. Il y avait les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie qui ont été rejoints par 48 pays. Israël ne faisait pas partie du tout de la coalition. On avait même demandé à Israël surtout de ne pas intervenir et de ne pas donner son mot. C'est évident que le but de l'opération, c'était d'assurer aussi la sécurité d'Israël face à la menace irakienne. On est à peu près dans le même cas de figure. Je veux dire, Israël ne fait pas partie de cette coalition, mais c'est pas un hasard si le ministère de la Défense ici diffuse des informations sur l'aide apportée dans le renseignement par Israël pour cibler des militants de l'État islamique en Irak. Donc, je veux dire, d'un côté, on ne fait pas partie de la coalition, de l'autre côté, on fait tout pour faire savoir qu'on est partie prenante et qu'on aide derrière. Pourtant, on note quand même que Benyamin Netanyahou lui-même avait parlé de cette nouvelle alliance régionale. C'était pendant l'opération à Gaza, avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec l'Arabie saoudite. En Israël, on avait vu ça comme un nouvel espoir, finalement, un nouveau scénario qui se dessinait pour la région. Et là, on voit qu'Israël est plutôt hors jeu. Cet espoir, il existe toujours, parce qu'à partir du moment où on se définit un ennemi extrême, plus que jamais, à savoir l'État islamique, alors on a de l'autre côté des puissances qui étaient jusque-là ennemies, qui deviennent d'un coup modérées. Et ça, c'est également l'espoir qu'a un petit peu Barack Obama également avec l'Iran, mais sur lequel les Israéliens restent extrêmement prudents. Et d'ailleurs, le message envoyé par Barack Obama au cours de ces derniers jours est très clair. Pour le moment, il affirme au départ, il n'y a pas de concession américaine dans la lutte contre le nucléaire iranien. Il n'y a pas de concession dans la façon dont on considère aujourd'hui Bachar al-Assad. Ce n'est d'ailleurs pas Bachar al-Assad qui va être renforcé, mais les rebelles modérés syriens. Barack Obama qui essaye d'avancer à pas difficiles dans ces eaux marécageuses que sont celles du Moyen-Orient. Ce pari, Maurice Vergand, de miser sur ces puissances arabes sunnites modérées qu'a lancé Israël et qu'a lancé également les États-Unis, est-ce que c'est un pari risqué à votre avis ? Tout d'abord, il faut savoir de quoi parlait le Premier ministre, parce que j'ai écouté attentivement ses discours. Ouais. Benyamin Netanyahou a fait référence à plusieurs reprises lors de ses nombreux discours pendant la guerre à cette nouvelle constellation de pays arabes modérés qui pourrait servir à quelque chose. Il n'a jamais précisé à quoi. Il n'a jamais dit si c'était une constellation face à la menace de l'État islamique, face à l'Iran, ou d'une constellation de pays modérés qui va aider à régler le problème israélo-palestinien. Il n'a jamais précisé sa pensée. Donc aujourd'hui, on ne sait pas très bien à quoi faisait référence Benyamin Netanyahou. Alors, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, dans les milieux politiques israéliens, ça part un peu de tous les côtés, si j'ose dire. Il y a des gens comme Avigdor Lieberman qui disent qu'il faut profiter de cette constellation pour frapper l'État islamique et surtout contraindre l'Iran à se défaire de sa volonté nucléaire militaire. De l'autre côté, il y a des gens comme Herzog ou Tzipi Livni qui disent qu'il faut profiter de cette constellation de pays arabes modérés pour relancer le processus de paix et organiser une conférence régionale qui permettra effectivement de régler les problèmes du Proche-Orient. Donc on ne sait pas très bien à quoi faisait référence Benyamin Netanyahou. Chacun fait un petit peu sa cuisine et puis certains y vont beaucoup plus franchement que Benyamin Netanyahou qui, on l'a dit, prend beaucoup de précautions dans chacun de ses discours. Moshe Ya'alon, son ministre de la Défense, lui, a été franchement, il y a tout juste 2 jours, lors d'une conférence contre le terrorisme à Herzliya, il a affirmé haut et fort que la Turquie allait faire partie de cette coalition et que c'était un scandale parce que la Turquie finançait le terrorisme. On peut dire bien sûr la même chose sur l'Iran. La Turquie et l'Iran qui financent largement le Hamas, reconnu par tous dans l'Occident comme une organisation terroriste. L'Iran qui finance également le Hezbollah à la frontière libanaise, qui tire régulièrement également sur Israël. Et même du côté de Barack Obama, certains dénonceront soit la naïveté, soit l'hypocrisie du président américain dans sa volonté de ne pas inclure Bachar al-Assad dans cette nouvelle coalition, parce qu'il dit les rebelles modérés syriens, oui, Bachar al-Assad, non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Al-Nosra et plusieurs organisations djihadistes extrémistes, des organisations terroristes islamistes, sont avec ces rebelles modérés syriens qui, tout seuls, ne sont pas assez forts, et que donc cette aide américaine risque bien de leur profiter indirectement.
Alors voilà, en Israël, on a peut-être beaucoup de raisons de s'inquiéter de cette nouvelle stratégie américaine. On va reparler de l'Iran dans un instant, mais cette stratégie américaine qui veut renforcer les pays arabes modérés, les rebelles modérés, si ça veut dire quelque chose, avec cette révélation du fait que l'Arabie saoudite est d'accord d'entraîner ces rebelles modérés d'Al-Nosra qui se trouvent aux portes d'Israël. C'est un vrai danger, cet appui occidental ? Non, le fait que l'Arabie saoudite souhaite entraîner les rebelles syriens modérés, c'est tout simplement parce que ce sont des sunnites. Je veux dire, donc on reste dans le même camp. L'Arabie saoudite sait très bien que la rébellion lutte contre le Hezbollah, en fait, une organisation chiite. Il y a là des implications et des facteurs tellement différents qui s'entremêlent qu'on ne sait plus qui avec qui, et quand on sait surtout que finalement l'objectif final du califat, de l'État islamique, c'est de lutter contre le chiisme. Donc on se demande qui est allié de qui dans toute cette affaire, on ne comprend pas très bien. Et les experts le disent, cette différenciation avec des pincettes presque d'un groupe djihadiste à un autre est dangereux. Finalement, ils ont tous des volontés sanguinaires, notamment à l'égard de l'État sioniste. Effectivement, et la seule différence, c'est que ça va être quelle est leur priorité de combat. Or, aujourd'hui, la priorité, la priorité de l'État islamique, c'est de consolider son territoire entre la Syrie et l'Irak, se diriger vers la Jordanie, puis ensuite le Liban. Mais évidemment, Israël est également sur la liste, de la même façon qu'on disait que le califat, l'État islamique, menace également Rome ou encore l'Andalousie, et tout cet ancien empire musulman qui était post le leader et le créateur de la religion musulmane, Mahomet. Donc, de fait, aujourd'hui, tous sont menacés par l'État islamique. La question, c'est à quel niveau, quelle est l'urgence avec laquelle il faut traiter aujourd'hui cette menace. Barack Obama a décidé que l'État islamique était la menace numéro 1 qu'il fallait traiter, mais pour cela, il va s'allier avec des gens qui ne reconnaissent pas pour autant l'État d'Israël. Un mot, juste avant de se plonger sur cette menace de l'État islamique directement en Israël sur l'Iran. En Israël, on craint aussi que cette nouvelle alliance, cette nouvelle coalition ne fasse de l'Iran un acteur régional important. Exactement. Il y a des voix en Israël qui s'élèvent pour dire qu'il faut traiter les deux dossiers complètement séparément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mêler l'un à l'autre. Il faut lutter contre l'État islamique comme s'il n'y avait pas le dossier iranien et lutter sur le dossier iranien comme s'il n'y avait pas l'État islamique. Et mélanger les deux, c'est un potentiel de danger pour Israël qui pourrait se retrouver demain matin avec un Iran nucléarisé. Donc ça, personne n'en veut ici. Donc la question, c'est comment séparer les deux dossiers. Quel est le message qu'il faut faire passer pour permettre à Barack Obama de lutter contre l'État islamique, mais de rester aussi ferme face à Téhéran. À l'Iran. Voilà. Téhéran ne le voit pas du même œil. Zarif, le ministre des Affaires étrangères, lui-même l'a dit, nous voulons bien participer à cette coalition, mais pour cela, il faut enlever toutes les sanctions contre le régime iranien. Il est évident que c'est une occasion en or pour Téhéran aujourd'hui que de tenter de réintégrer le rang de la communauté internationale, de sortir de cet isolement diplomatique. Et c'est ce que montrait d'ailleurs sa volonté de ces deux dernières années, avec des premières concessions, une volonté de dialogue du moins, sur le nucléaire iranien. L'Iran en tout cas qui est bien dans cette direction. Du côté américain, le message diplomatique en provenance de Washington pour le moment n'est pas moins clair. Les deux dossiers sont parfaitement dissociés. Voilà, alors on va regarder des images tout de suite qu'a tourné Mathias Inbar sur cette menace de l'État islamique directement en Israël, sur son propre territoire. Ça se passe à Nazareth, regardez. Ce drapeau est celui du Hamas. Il flotte librement au cœur de Nazareth, ville arabe du nord d'Israël. Une ville surtout réputée pour son tourisme et moins pour son islam radical. Et pourtant, ici, il y a 2 jours, des islamistes ont affiché des slogans pro-État islamique, immédiatement enlevé par la police israélienne. Nadir Madjali est journaliste local. Il revient sur les faits. Il était écrit sur ces pancartes « Dieu est Dieu, il n'y en a qu'un, c'est Mohamed ». C'est la même façon d'écrire que l'État islamique. De ce que je vois, des gens s'identifient à l'État islamique. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, on se quitte donc sur ces images. Merci beaucoup Maurice, merci à Myriam d'avoir été avec nous. On se retrouve juste après un nouveau journal. On va parler du 11 septembre sur Internet et de la façon aussi d'expliquer cet attentat aux enfants. C'est pas simple, vous allez voir. Restez avec nous.
I want justice. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Vous l'avez compris, nous sommes en édition spéciale 13 ans du 11 septembre 2001. Bonjour Rudy. Bonjour. Et bonjour Laura, on va voir avec vous comment expliquer cette menace, ces attentats-là aux enfants. Comment simplifier en fait sans tomber dans les clichés? C'était un pari pas facile à tenir. Hein? Non, pas facile. Alors le 11 septembre, justement, ça a été un vrai traumatisme pour la génération qui l'a vécu. Et donc de ce fait, finalement, le problème de son enseignement aux enfants s'est tout de suite posé avec cette difficulté. Et une question qui prend d'ailleurs aujourd'hui encore de l'ampleur finalement avec les avancées de l'État islamique. Alors aux États-Unis, les outils pédagogiques se sont multipliés juste après le 11 septembre. Des débats ont été organisés dans les écoles new-yorkaises, des livres visant à expliquer Al-Qaïda aux tout petits se sont multipliés, mais évidemment la nécessité de mettre des mots de façon simple aux enfants s'est heurtée parallèlement à la difficulté de nuancer le propos. Et aux États-Unis, pays touché justement en plein cœur par le 11 septembre, cette difficulté elle a parfois été tout simplement occultée. Alors regardez justement ce dessin animé qui a été réalisé par une chaîne américaine et qui s'adresse aux enfants. Al-Qaeda is led by Osama bin Laden. The time for jihad is upon us! Death to the Americans! Wow, look at the police and firefighters heading right into the middle of it. Some of the passengers learned about the other hijacked planes and decided to fight back. So that's our plan, bring down the Taliban and Al-Qaeda. The U.S. and its On est un peu dans les bons contre les méchants, quoi, sans nuance, vous l'avez dit. Exactement, c'est un dessin animé extrêmement manichéen, très patriotique, qui finalement, au final, n'explique pas ce qui s'est passé, alors que la chaîne qui l'a diffusé s'appelle Learn Our History, apprenez notre histoire. Alors là, on tombe clairement dans l'idéologie. Il faut savoir que cette chaîne est finalement très patriotique et que finalement, l'amalgame musulman égale terroriste n'est absolument pas évité, il est même plutôt suggéré. Et d'ailleurs, le mythe du méchant musulman, de l'ennemi national perdure toujours aux États-Unis. Un dernier sondage qui a été réalisé par un institut arabo-américain justement rapporte que 27% seulement des Américains auraient une opinion favorable des musulmans aux États-Unis. Donc on voit très bien que c'est un véritable problème aux États-Unis et que ce type de dessin animé n'occulte pas, ne permet pas justement d'avancer dans un autre sens. Et puis on le voit avec un autre exemple qui a fait polémique. Alors là, il s'agit d'une série de carnets de coloriage. Il s'appelle The Faces of Evil, les visages du mal. Et ces carnets, ils offrent aux enfants la possibilité de colorier sur des visages de terroristes comme Tsoar Tsarnaev, qui était l'auteur des attentats de Boston. Alors ces portraits sont accompagnés de titres tels que « Ce n'est pas le visage d'une star » ou alors « C'est la pire ordure du monde ». L'objectif est donc clair, il s'agit de déconstruire la starification de ces personnages qui s'est opérée notamment via les réseaux sociaux. Mais la méthode, évidemment, elle est discutable et elle manque, c'est le moins qu'on puisse dire, de pédagogie. Et ça marche? Les parents achètent ce genre de carnet de coloriage à leurs enfants? Oui, évidemment, ça marche. C'est des outils pédagogiques qui existent actuellement aux États-Unis et qui ne font pas l'objet de la même polémique qu'en France, par exemple. Oui, évidemment. Alors, comment enseigner un tel traumatisme aux enfants? Ce serait quoi la bonne méthode?
Alors la bonne méthode, je ne l'ai pas. C'est une vraie difficulté qui ne se pose pas évidemment qu'aux États-Unis. Elle ne concerne pas seulement l'enseignement du phénomène terroriste. On se souvient justement en 2008, c'est une polémique qui avait été soulevée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il avait proposé de faire parrainer par chaque enfant du CM2 un enfant déporté pendant la Shoah. C'est une idée très controversée qui avait fait sortir de ses gonds jusqu'à Simone Veil. Simone Veil elle-même, elle avait qualifié cette initiative d'injuste pour les enfants. Et finalement, cette polémique n'a fait encore que souligner une nouvelle fois toute cette difficulté qui relève de l'acrobatie. Comment est-ce qu'on enseigne de tels événements sans traumatiser, tout en expliquant et sans tomber dans l'idéologie? Un équilibre finalement qui, à mon sens, se joue au cas par cas. Et j'ai trouvé une initiative intéressante justement qui réussit cet exercice d'équilibre. Ça s'appelle le Grenier de Sarah. C'est un site interactif qui est proposé par le Mémorial de la Shoah, qui s'adresse aux enfants et qui veut enseigner la Shoah en expliquant et surtout sans choquer l'enfant. Alors l'enfant peut cliquer de façon interactive sur différents comptes qui racontent l'histoire d'enfants disparus. Des définitions sont aussi systématiquement proposées pour accompagner la réflexion et pour ne pas tomber justement dans la simplicité. Le Grenier de Sarah. Voilà pour une méthode qui marche peut-être. Merci beaucoup Laura d'être venue nous en parler. Vous restez avec nous. Alors dans ce contexte des commémorations du 11 septembre, on se plonge à présent dans un des rouages essentiels de la lutte antiterroriste américaine depuis ces événements. Il s'agit du recours aux drones tueurs. Objectif, éliminer les terroristes où qu'ils soient. Initiée par George Bush, cette stratégie a été intensifiée par Barack Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche. La guerre qu'il vient de lancer contre l'État islamique va sans doute la renforcer encore davantage, cette stratégie des drones tueurs. Reportage signé Maxime Pérez. Comme l'illustrent ces frappes menées en Irak le mois dernier et peut-être bientôt en Syrie, la lutte contre les djihadistes de l'État islamique remet au goût du jour la pratique des éliminations ciblées. Une stratégie abondamment utilisée par l'armée israélienne depuis la seconde intifada et que Washington a repris à son compte après les attentats du 11 septembre avec 3 objectifs: décapiter le commandement d'Al-Qaïda, établir une nouvelle force de dissuasion et en dernier lieu prévenir tout attentat sur le sol américain. Pour le général Michael Hayden, patron de la CIA de 2006 à 2009, cette pratique a fait ses preuves. La stratégie requise est celle d'une politique d'assassinat. Nous devons opérer contre l'État islamique de la même façon que nous opérons contre Al-Qaïda. Nous devons aller là où ils se trouvent et les neutraliser. Le recours aux éliminations ciblées s'est imposé comme un rouage essentiel de la lutte antiterroriste américaine. Dans la guerre que livrent depuis une décennie les États-Unis à la nébuleuse Al-Qaïda, les avions sans pilote ont fait leur apparition sur de nombreux théâtres d'opération, en Somalie, puis au Yémen, en Afghanistan et bien sûr dans les zones tribales du Pakistan. Initiée durant la présidence de George Bush, cette pratique s'est particulièrement accentuée ces dernières années. Selon des ONG américaines, près de 400 frappes ont été exécutées par des drones depuis que Barack Obama est au pouvoir, contre 50 à l'époque de George Bush. La première opération d'un drone tueur contre Al-Qaïda a eu lieu le 3 novembre 2002 au Yémen contre Abu al-Hariti, chef présumé de l'organisation dans la péninsule arabique. Par la suite, c'est depuis la base pakistanaise de Shamshi que la CIA va coordonner les premières attaques de drones contre les zones tribales, notamment dans la région du Waziristan, aux mains des talibans. Très vite, ces actions deviennent unilatérales, sans consultation avec Islamabad. Cette politique finit par fragiliser le président Pervez Musharraf. Cette stratégie d'élimination ciblée passe aussi par des actions au sol. Malgré des divisions au sein du Pentagone, l'armée américaine va de plus en plus avoir recours aux forces spéciales pour organiser la traque d'Al-Qaïda. Symbole de cet engagement, l'élimination d'Oussama Ben Laden. Les États-Unis mettront 10 ans à retrouver l'instigateur des attentats du World Trade Center. Dans la nuit du 2 mai 2011, le chef historique d'Al-Qaïda est abattu par un commando héliporté américain. Le raid a lieu dans sa résidence d'Abbottabad, localisée un an plus tôt par la CIA. Pour de nombreux experts, cette guerre ciblée répond avant tout à une logique du moindre mal pour Barack Obama. Malgré les critiques, le président américain reste soucieux de ne pas réengager de troupes au Moyen-Orient. Alors voilà pour la stratégie antiterroriste. Rudy, on va voir avec vous la stratégie
terroriste, celle d'Al-Qaïda, depuis que le monde a découvert cette organisation, le 11 septembre 2001. Alors en 2 décennies, la nébuleuse a évolué, s'est adaptée aux nouvelles technologies. Ouais, ça a même commencé avant. En fait, le rapport d'Al-Qaïda avec Internet se résume en une phrase d'Ayman al-Zawahiri, qui est le nouveau chef de l'organisation terroriste. Il dit ceci: le djihad sur Internet est aussi important que le djihad militaire. Rien que ça. Alors on va remonter un petit peu dans le temps pour comprendre comment Al-Qaïda s'est finalement développé en même temps qu'Internet et comment Al-Qaïda a toujours soigné sa communication avec les moyens qui étaient à l'époque disponibles. Alors dès la création d'Al-Qaïda, c'est en 1988, il existe déjà un département média qui est intégré à l'organisation. En août 96, il y a l'ARC, c'est la première agence de communication d'Al-Qaïda qui est créée, c'est l'Advice and Reformation Committee, qui est donc créé pour réfléchir à une communication. En 2001, donc on voit apparaître Oussama Ben Laden après le 11 septembre. Il apparaît sur les écrans dans des vidéos qui sont de très très mauvaise qualité, qui sont relayées notamment par la chaîne Al Jazeera. Et donc là commence la communication audiovisuelle. Et puis toujours de mauvaise qualité vont venir ensuite des vidéos d'entraînement, des vidéos d'attentats spectaculaires, des vidéos d'otages et des revendications. Alors il existe comme ça, il va exister une dizaine d'agences locales de communication et chacune, les spécialistes peuvent vous repérer le langage audiovisuel de chaque organisation. Alors en 2005, la branche médiatique d'Al-Qaïda sur le net fait vraiment son apparition. Elle s'appelle Al-Qaïda Al-Shab, c'est en 2005. Et en 2007, Internet se développe et avec lui se développe aussi un tas de sites djihadistes. Donc là, on entre en 2007 dans l'ère réellement d'Internet. Des sites djihadistes de quel genre en fait? Alors, on trouve des sites classiques, des sites de propagande gérés par les groupes terroristes ou par des très proches des groupes terroristes. On trouve des petits blogs, surtout des petits blogs et des forums qui sont créés par des sympathisants incontrôlables. Et là, c'est une manière de rentrer dans un degré de communication. Ils ne sont pas tous chapeautés par Al-Qaïda. Absolument. Et puis, des discussions se font, une toile se tisse sur Internet et c'est donc un moyen de communication qui apparaît. Et puis, en 2007-2012, là, c'est l'explosion des réseaux sociaux et là encore on passe en mode échange, on continue dans ce mode d'échange et interaction. Au-delà de la propagande, maintenant on va pouvoir aller chercher les recrues devant leur ordinateur sur leur canapé. Voilà, ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, finalement, le recrutement par Internet par l'État islamique, on va en reparler. Alors, en 2009, Al-Qaïda connaît un tournant, c'est une chute de popularité en fait, auquel elle devra faire face. Alors, Al-Qaïda a l'habitude de faire du recrutement traditionnel devant les mosquées. En 2009, il y a un fléchissement et donc on se tourne maintenant vers le net et notamment vers le recrutement de citoyens étrangers, notamment de citoyens américains. On commence à parler en anglais, les supports se diversifient. On voit là par exemple apparaître des BD, des dessins animés. Alors ça c'est un dessin animé à la gloire d'Al-Qaïda en flash et donc tout ça sur des forums qui sont contrôlés, qui sont verrouillés, mais il existe ce qu'on appelle un dark web dans lequel ce genre de vidéos circule et donc il y a Anwar El-Alawaki qui est très jeune, qui a une quarantaine d'années, il est très connecté et il pense à travailler la communication. En 2009, il lance Inspire, le magazine très bien fait avec donc c'est lui et on va voir donc un magazine en ligne ou un magazine papier? En ligne d'abord qui circule en PDF puis en papier. Il donne alors donc dans ce magazine on trouve les unes sont assez léchées, assez travaillées. Eh bien on voit là-dedans des conseils. C'est vraiment en fait un guide pour les apprentis djihadistes. On voit comment fabriquer une bombe artisanale. On voit des conseils pour être discret. Puis on voit une critique du modèle libéral américain. Et en fait, cela dit, ce recrutement de non professionnels a des inconvénients parce que les recrues fanatisés qui sont touchés par ce genre de magazine ne sont pas formés et ne sont pas entraînés comme l'étaient les recrues qui partaient à l'entraînement. Et donc finalement, ce qu'on appelle les loups solitaires qui commencent à faire des opérations qui sont des opérations qui échouent puisqu'ils se font repérer facilement. Ils n'ont pas les techniques. Il y a eu par exemple l'attentat manqué de Times Square en 2010 et donc ils sont finalement assez facilement repérés par les autorités qui travaillent. Et qui nuisent à l'image aussi d'Al-Qaïda, évidemment. Alors les États ont petit à petit tenté de mettre en place des mesures pour lutter contre cette propagande en ligne. Ça s'est fait très tôt, mais il y a eu plusieurs actions. Alors la première action, la plus basique, c'est de fermer les sites. Mais cela ne sert à rien puisque derrière un site djihadiste, il y a déjà 3 ou 4 sites miroirs qui sont prêts à être remis en ligne directement après leur suppression. Donc cela ne sert absolument à rien. Mais par contre, ce qui est efficace,
place, c'est le fait de lancer des faux sites djihadistes sur lesquels des recrues potentiels viennent, et il y a une sorte d'hameçonnage potentiel de terroristes, cela fonctionne. Et puis aussi, ces sites, à partir du moment où ils font des bios et des nécros de terroristes abattus, donnent des informations qui sont extrêmement précises. Donc cela aide aussi le renseignement d'une certaine manière. Allez, on finit sur un point intéressant. On l'a vu, une stratégie marketing en dents de scie un peu hésitante d'Al-Qaïda, que le I a complètement dépassé, supplanté. C'est les rois de la com. Oui, c'est-à-dire que le I, c'est l'élève qui a dépassé le maître. En fait, déjà, il faut rappeler que l'État islamique a été créé sur les fondations d'Al-Qaïda en Irak, que dirigeait Al-Zarqawi, et finalement, ils sont progressivement affranchis de l'emprise d'Al-Qaïda pour développer le I. Alors là, où le I est le plus convaincant, c'est dans sa vision immédiate du djihad. C'est-à-dire que Al-Qaïda est dans une vision à plusieurs générations du djihad, et alors que le I réussit des conquêtes rapides et met très rapidement son dessin efficacité absolue, quoi. Absolument, et ça colle avec la génération jeux vidéo, et c'est ça qui fait. Et puis il y a aussi de la cooptation, c'est-à-dire que chaque personne sur un site va devoir ramener d'autres personnes. Et ça marche. Merci beaucoup Rudy, merci Laura. C'est la fin de cette édition spéciale sur i24 News à 16h30 pour la cérémonie de commémoration du 11 septembre en Israël. Bonne journée, portez-vous bien.